Bien, écoutez, sans transition, j'excuse tout d'abord Madame la conseillère départementale Isabelle Goré-Chapelle, qui nous rejoindra, je l'espère, tout à l'heure, mais qui est actuellement au vœu de Guinroc. Mesdames et messieurs les maires des communes voisines ou leurs représentants, alors je ne sais pas où ils sont parce que les sièges devant sont vides. Ah, voilà, ils se sont mis sur le côté. Bon. J'excuse le président de l'agglomération, Monsieur Lécuyer. Je salue Madame la vice-présidente, en charge de l'assainissement, Madame la maire de Plumaudan. Mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les membres du CCAS, mesdames et messieurs les agents de notre collectivité, Madame la vice-présidente du SMICTOM, que j'ai vu également, mesdames et messieurs les représentants donc de la sécurité civile, mesdames et messieurs, monsieur le chef de centre des pompiers et des pompiers qui l'accompagnent, mesdames et messieurs acteurs des activités économiques de notre commune, mesdames et messieurs acteurs du monde associatif de notre commune, mesdames les coprésidentes du commissaire agricole de Caunes, mais je ne les ai pas vues, mesdames et messieurs, chers Plumogataises, chers Plumogatais. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous adresser au nom des élus ici présents, des membres du CCAS et des agents communaux, mes vœux les plus sincères. Que 2005 soit une année emplie de bonheur, de renouveau et d'espoir pour chacune et chacun d'entre vous, qu'elle vous permette de réaliser vos projets, que l'année qui commence soit pleine de joie et de sérénité. Pourtant, le contexte politique national a de quoi nous inquiéter. L'instabilité gouvernementale de ces dernières semaines résulte des élections législatives de juillet dernier. La difficulté est qu'aucune majorité de partis ne s'est dégagée à l'Assemblée nationale alors que nous y étions habitués, je dirais quasiment depuis le début de la Ve République. Personne ne l'avait anticipé, cela fragilise à la fois le fonctionnement même de l'État et de nos institutions, mais aussi potentiellement notre économie et donc l'équilibre de notre système à la française. Et cela risque de durer encore quelques mois. Il devient urgent que le budget national soit voté. La seule boussole qui devrait guider le gouvernement, c'est la maîtrise de la dépense publique pour équilibrer son budget. Équilibrer un budget, ce n'est pas trouver le moyen de financer des dépenses excessives, en augmentant les impôts par exemple, ou en demandant aux autres, c'est-à-dire aux collectivités locales, de venir combler les dérives successives d'une gestion basée sur l'endettement. Non, équilibrer un budget, ce que d'ailleurs les collectivités locales ont l'obligation de faire, c'est adapter ses dépenses en fonction de ses recettes et d'abord et avant tout en ce qui concerne le fonctionnement. Nous sommes le pays de l'OCDE dans lequel les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les versements effectifs opérés par tous les agents économiques pour financer le secteur des administrations publiques, sont les plus élevés, mais dont l'efficacité est la plus relative, pour ne pas dire la moins efficace. Comment expliquer que notre système de santé, notre système éducatif, ou encore notre système judiciaire soit dans une dérive incontrôlée, qui ne permet plus de garantir les soins de première nécessité, sans parler des soins spécialisés, qui place notre jeunesse bon dernier dans les différents classements éducatifs, et qui laisse place à une certaine impunité par manque de moyens. Une perte d'efficacité qui relève de manière évidente d'un manque d'efficience de l'administration, une bureaucratisation de l'État central d'un côté, au détriment de l'État en territoire de l'autre, c'est-à-dire de l'État au service de sa population. Je crois que notre nation est et restera une nation où la solidarité est une vertu. Mais ne confondons pas. Confondons pas solidarité et distribution facile. Ne confondons pas protection des plus faibles avec quoi qu'il en coûte. Ne permettons pas que ce principe de solidarité se fasse au détriment de l'esprit de responsabilité. Par contre, permettons à chacun, habitant de nos territoires, de croire en l'avenir. Permettons à chacun d'avoir l'esprit d'entreprendre, de jouer son rôle dans la société dans laquelle nous vivons. Trop souvent, cet état d'esprit de responsabilité, d'entreprise, d'innovation, de dépassement de soi est bridé, découragé par le poids de l'administration, le poids des normes. Libérons les énergies pour que, ici, dans nos campagnes, comme dans les villes, chacun soit acteur et non pas simplement receveur,
et que les collectivités restent dans leur rôle de soutien, de catalyseur ou encore de protecteur lorsque cela est nécessaire. Dans quelques mois, il y a fort à parier que nous aurons à nouveau à voter. Soyons vigilants à ce que la démagogie ne prenne pas l'ascendant sur la responsabilité, car c'est, de mon point de vue, justement cet esprit de responsabilité qui doit primer dans un contexte international particulièrement tendu. C'est en tout cas l'esprit qui nous guide dans notre action communale et je me permets, à ce stade de mon intervention, de remercier chacune et chacun d'entre vous pour son implication dans la vie de notre commune. Chacun dans nos différences, nous pouvons agir pour pouvoir améliorer notre quotidien et je vais avoir l'occasion d'y revenir. Preuve s'il en est que notre commune trouve son équilibre, le traditionnel chiffre de la population au 1er janvier. 1159 habitants sur notre territoire communal en ce début d'année, chiffre en légère hausse qui résulte notamment d'un solde migratoire positif, c'est-à-dire que nous accueillons de nouveaux habitants et je profite de l'occasion pour les saluer et leur souhaiter la bienvenue. Je salue aussi les 15 bébés qui ont vu le jour en 2024 sur notre territoire. Félicitations aux heureux parents. Je me dois bien évidemment d'évoquer également ceux qui nous ont quittés au cours de l'année qui vient de s'achever. Nombre d'entre eux avaient été justement actifs auprès de notre communauté, élus, membres d'associations ou simples citoyens engagés, parfois partis trop jeunes, toujours partis trop vite. Permettez-moi d'avoir une pensée pour eux et leurs familles. Cette année 2024 a été pour notre commune, je dirais, dense et pleine de rebondissements. Je crois qu'aucun élu du conseil municipal ne me contredira. 2025 le sera tout autant, et c'est la raison pour laquelle je vais faire ma présentation en indiquant ce qui a été fait et ce qui reste à faire, ou ce qui mérite d'être prévu. Prenons la place de la Forge. Les travaux ont bien avancé, à la fois en ce qui concerne les constructions et les aménagements. Je rappelle en effet que pour ce qui concerne les bâtiments, nous sommes sur 2 projets distincts, même si c'est le même promoteur qui conduit donc les 2 opérations. Le premier bâtiment en cours d'achèvement, appelé bâtiment B, doit être livré au bailleur social Néotoa donc pour la fin mars. Je rappelle, ce sont 6 nouveaux logements sociaux, 2 T2 et 4 T3, qui seront accessibles donc sous conditions de ressources, mais dont les critères de référence permettent à plus de 70% des costarmoricains en fait, de pouvoir prétendre à ce type de logement. Je vous le dis, ce sont des logements lumineux, accessibles, notamment pour ceux du rez-de-chaussée, et à des niveaux de loyer qui sont fort intéressants. La commission d'attribution aura lieu fin janvier ou début février. Il est donc encore temps de faire un dossier pour donc pouvoir s'inscrire à la candidature de ces logements, mais il faut maintenant faire vite parce que d'ici la fin du mois, il sera trop tard. Le second bâtiment, le bâtiment A, lui a pris un peu de retard. La livraison était prévue à la fin de cette année. Ce sera plus probablement au premier trimestre 2026. Pour mémoire, il s'agit là d'une copropriété avec à nouveau le bailleur Néotoa, copropriété qui comprend un logement T3 en duplex, ainsi que 2 logements en T2 à l'étage. Le rez-de-chaussée, lui, nous est réservé et il sera destiné à permettre l'accueil donc de 2 bureaux ainsi qu'un local commercial d'une 50aine de mètres carrés. Nous sommes en discussion avec les occupants des bureaux situés donc au gîte des Hirondelles pour transférer au moins partiellement leur activité. Mais nous étudierons également tout projet en lien avec le médical ou le paramédical dès lors qu'une cohabitation sera envisageable. Nous travaillerons au cours du premier trimestre sur l'installation d'une activité dans le local de 50 mètres carrés, c'est-à-dire quand les travaux seront un peu plus avancés, ce sera plus facile donc de communiquer sur cette surface. En ce qui concerne les aménagements de la place en elle-même, ils ont bien avancé. Les réseaux sont terminés, ainsi que les clôtures sur l'ensemble des fonds mitoyens. Les travaux de terrassement touchent à leur fin et les revêtements seront mis en œuvre rapidement pour permettre justement l'accès au bâtiment B quand il sera terminé, conduisant au global à la création donc d'une 30aine de places de parking supplémentaires dans le centre-bourg. Les entreprises qui interviennent sont les entreprises donc IPCS pour la partie bâtimentaire et SPTP pour les aménagements.
La rétrocession des bureaux et du local commercial par IPCS à notre commune a été négociée à un montant de 344 000 euros TTC. Et deux autres programmes d'aménagement ont été concomitamment engagés à celui de la place de la Forge, toujours avec l'entreprise SPTP. Il s'agit donc de l'aménagement du square L'Hermine et celui du square situé devant le garage passé rue de Caunes. Ces travaux suivent d'ailleurs le même rythme que ceux de la place de la Forge et seront terminés au cours de ce trimestre également. Les aménagements paysagers seront quant à eux réalisés donc par nos agents des services techniques. Le marché pour l'ensemble de ces travaux d'aménagement a été signé pour un montant de 290 000 euros TTC, auquel s'ajoute un montant de 50 000 euros pour des travaux annexes, essentiellement des murets de soutènement qui n'étaient pas forcément prévus au marché initial, et 50 000 euros supplémentaires pour l'éclairage, le renforcement électrique, ainsi que différents raccordements de réseaux souples. L'ensemble des subventions à percevoir, que ce soit sur le fonds friche accordé par l'État, le dispositif Dynamisme des ruraux, porté par l'État et la région, dont on avait été lauréat il y a maintenant quelques temps, ou encore la contribution de l'agglomération, pour l'ensemble de ces subventions, couvrira près de 60% des montants engagés, hors récupération de la TVA. Je tiens d'ailleurs à nouveau à remercier ces financeurs, sans qui l'opération n'aurait pu se faire, et en particulier Dinan Agglomération, qui nous apporte à la fois son expertise technique sur des projets des plus complexes à concevoir, mais aussi qui intervient en tant que gestionnaire des réseaux d'eau et d'assainissement. Je remercie également Pascal Leffondré, notre maître d'œuvre, qui nous aide à la coordination donc, de ces travaux. Vous aurez noté que les travaux du parking devant le garage de Jackie Passé nous ont permis de finaliser également la viabilisation des 3 lots rue de Caunes, et donc que ces 3 lots sont désormais libres à la vente. Pour poursuivre sur la thématique logement, vous dire qu'en ce qui concerne le lotissement du domaine de l'étang, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. En effet, nous en sommes quasiment au même point qu'il y a un an. Il reste toujours deux terrains qui sont en attente de trouver preneur. Je dirais que ce n'est pas très grave si l'on considère notamment la prise en compte de la loi sur la limitation de la consommation foncière qui va s'imposer à nous prochainement. En effet, l'application de cette loi, dite la loi ZAN pour zéro artificialisation nette, encore un nouvel acronyme. L'application de cette loi dans les prochains documents d'urbanisme de l'agglomération, qui sont d'ailleurs en cours d'élaboration, c'est-à-dire le SCOT, schéma de cohérence et d'orientation territoriale, le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, ou le PLH, plan local de l'habitat, eh bien le ZAN auquel je fais référence limitera les surfaces nouvelles à viabiliser pour notre commune autour d'1 hectare, y compris la 3e tranche du lotissement, laquelle représente déjà 6 000 m². Donc, vous voyez le delta qu'il nous restera pour éventuellement développer de nouveaux logements. Ce comptage prendra également désormais en compte les aménagements d'intérêt privé et non agricole réalisés sur des zones agricoles. Je pense par exemple à un garage construit au fond du jardin, une belle cour bitumée qui traverse toute une propriété. Tout cela sera désormais décompté. Donc, avant de vous engager dans des grands travaux, merci de nous consulter pour ne pas compromettre justement ce volume de capacité à produire qui nous sera accordé. Pour en revenir au lotissement, il est donc urgent de ne pas se précipiter et selon toute vraisemblance, nous n'engagerons pas les travaux de viabilisation de cette dernière tranche avant le second semestre de cette année. Un autre dossier que j'avais évoqué devant vous il y a un an, la mise en conformité du manoir de la Rivière et notamment en ce qui concerne la sécurité incendie. Pour rappel, l'application stricte de la réglementation incendie nous a conduit à réduire le nombre de couchages en passant donc de 37 lits à seulement 15 lits. Alors même si nous arrivons à jongler avec le gîte des Hirondelles pour accroître un peu le potentiel d'accueil, et malgré l'implication de Virginie, que je remercie, je ne sais pas si elle était là, si elle est cachée. Allez, voilà. Bon, Virginie, écoute,
qui pourra nous rejoindre tout à l'heure. Donc, malgré son implication pour trouver des solutions, et notamment pour des nouveaux usages, il faut admettre que l'impact donc de cette réduction de l'I est importante. Une étude réalisée par l'ADAC, l'Agence départementale d'appui aux collectivités, nous a été transmise en fin d'année. Et je vous avoue qu'elle ne nous apporte pas de solution miracle et que même la plus simple des solutions nous conduira à envisager d'importantes dépenses, c'est-à-dire sûrement de l'ordre au moins de 100 000 euros. Quand je vous disais au début de mon propos que la norme surprotège la responsabilité individuelle, nous en avons ici un parfait exemple qui potentiellement va donc coûter très cher à notre collectif. Cela nous oblige donc à chercher à faire des économies de gestion, raison pour laquelle nous nous sommes engagés sur le rachat de l'installation photovoltaïque qui se trouve donc sur la halle sportive Joseph Davy, juste à côté ici, et donc dont les travaux seront terminés très prochainement. Cette installation, initialement portée par la société d'économie mixte, la SEM Énergie 22, est pour nous un effet d'aubaine au regard, donc cette fois-ci, des évolutions techniques. En effet, il y a 3 ans, nous avions décidé de concéder l'usage de la toiture à cette SEM pour une exploitation donc en panneaux photovoltaïques, considérant que nous n'étions pas très compétents techniquement pour surveiller ce type d'équipement et qu'il n'était pas possible d'optimiser une autoconsommation d'électricité produite donc sur la salle polyvalente. Depuis, de nouvelles dispositions techniques et administratives appelées boucles d'autoconsommation nous permettent de répartir la production électrique d'un site de production vers plusieurs points de consommation. Pour être plus précis, le niveau de rentabilité de cette boucle est d'autant meilleur que nous sommes en capacité de justifier une consommation au moment de la production de ces panneaux. Ainsi, pour une production qui a lieu le jour, il faut associer des bâtiments qui consomment l'électricité le jour. C'est le cas de la mairie, c'est le cas de la médiathèque, de la cantine-garderie, mais aussi des gîtes. La rentabilité de cette opération est quasi immédiate puisque nous sommes en capacité d'autofinancer l'investissement qui est de 72 000 euros hors taxe. L'agglomération nous a de plus attribué un fonds de concours pour un montant de 36 000 euros, ce qui réduit la facture de moitié. Une fois donc déduit les coûts d'exploitation, parce qu'il y a quand même besoin d'un petit peu d'accompagnement de la part de la SEM, notre facture devrait baisser annuellement de près de 6 000 euros. Donc ce sera avec effet immédiat. Facture d'électricité, bien sûr. C'est pourquoi nous prévoyons à l'avenir de poursuivre le déploiement de points de production d'énergie photovoltaïque. Une réflexion sera notamment menée sur l'installation d'ombrières sur les parkings publics. Les ombrières ont l'avantage de produire à la fois de l'électricité quand il fait beau et puis de protéger les usagers quand il pleut. Donc c'est plutôt pas mal. Donc c'est ce que nous avons inscrit dans le schéma de développement des énergies renouvelables. Nous sommes arrêtés à ce principe-là. Nous avons aussi évoqué la possibilité de production de méthane avec des usines de méthanisation. Je ne crois pas, à ma connaissance, qu'il y ait aujourd'hui de projet sur la commune, mais bien sûr, nous serons attentifs à d'éventuelles sollicitations. Autre dossier pour réduire nos dépenses d'énergie, le dossier de la mairie. En effet, notre maison commune commence à vieillir et les qualités thermiques du bâtiment sont loin d'être optimales. À ce jour, aucune décision n'a encore été prise, rénover la mairie actuelle ou en construire une nouvelle. La question doit être posée, considérant que pour un montant de travaux qui serait sans doute similaire, c'est-à-dire de l'ordre du million d'euros, un bâtiment neuf serait très certainement plus adapté, plus fonctionnel et permettrait de répondre à plus de besoins, mais se pose alors la question de la réaffectation de l'actuel bâtiment et pour quel usage et à quel coût. Je suis aussi conscient par ailleurs que l'identité même de l'actuelle mairie est importante. Se pose malgré tout, si l'option rénovation était retenue, la question du transfert donc, des services durant les travaux. Bref, le Conseil devra trancher au cours de l'année 2025. C'est en effet, je pense, le bon moment pour lancer ce projet. Il ne vous aura pas échappé que donc, dans un an, un peu plus, il y aura de nouveau des élections municipales. C'est en général un contexte qui génère moins de projets autour de nous, donc peut-être plus de capacité à discuter avec les entreprises.
mais aussi et surtout moins de demandes de subventions auprès des services de l'État. Donc je pense que si nous y sommes prêts, il faut ne pas se priver. Un autre dossier d'importance va nous mobiliser sur 2025, une évaluation de la qualité des joints sur les façades nord et est de l'église. En effet, suite aux travaux de rénovation des chéneaux réalisés en 2024, l'entreprise Chou nous a fait part de l'observation d'importantes cavités en sous-face et qu'il était nécessaire d'intervenir rapidement pour éviter des infiltrations d'eau de pluie de manière importante. Un architecte a été missionné pour évaluer les travaux et nous espérons pouvoir avoir les premiers résultats à l'été. Ce sera encore un chantier onéreux. Quelques mots sur la voirie communale. Pour rappel, donc en 2022-2023, nous avons engagé un programme conséquent sur la route de Pinguilly, ce qui avait emporté une consommation par anticipation donc, de nos crédits disponibles auprès de l'agglomération. Il n'y a donc pas eu de grosse rénovation de voirie en 2024, mais il y a tout de même eu du pointe-à-temps réalisé ainsi que du curage un peu partout donc, sur le territoire communal. Le programme 2025 sera, lui, préparé courant janvier. Nous vous tiendrons informés, bien sûr, des décisions prises par la Commission. Vous précisez par ailleurs que, enfin, les panneaux de limitation de circulation sur le tronçon de Pinguilly vont pouvoir être installés. Entre la coordination avec les communes de Trémorel et du Losquette, la coordination avec la signalétique du département et puis la commande des panneaux, le dossier a été un peu plus compliqué que nous l'avions prévu, mais nous avons bon espoir que tout soit mis en place courant janvier, puisque je crois que les panneaux ont été livrés la veille de Noël. L'objectif principal est, je vous le rappelle, donc, de limiter le transit poids lourd entre le pont de Kergouët et la zone artisanale du Losquette. Alors je dis la zone artisanale du Losquette, hein, mais en fait il y a beaucoup de véhicules qui vont après bien au-delà sur Merdrignac, Loudéac. Donc cet axe semble aujourd'hui privilégié sur cette route de Pinguilly parce que c'est plus court, tout simplement. Malheureusement, donc cette route n'est absolument pas calibrée pour ce type de transit. Le tonnage donc sera désormais limité sur cette voie, sauf dessertes locales, bien évidemment. Sur ce premier semestre, nous devrions également engager des travaux de sécurisation sur la rue de Saint-Mingran. L'ADAC, toujours, l'Agence départementale d'appui aux collectivités, est en train de finaliser une proposition d'aménagement donc pour sécuriser cette voie. Un plateau surélevé donc d'une dizaine de mètres de longueur devrait donc être installé. Il serait situé au premier tiers de la côte donc de Saint-Main, juste après la priorité à droite du lotissement lorsque l'on arrive donc, de la direction de Saint-Mingran. Une priorité dont la matérialisation sera également revue grâce à une redéfinition donc, de la zone entrée de bourg. Nous aurons l'occasion, bien sûr, de faire une présentation des plans lorsqu'ils seront finalisés. Mais en deux mots, on va déplacer les panneaux d'entrée de bourg pour les éloigner un petit peu donc, vers la Madochère, la Pételet, pardon. Et ce qui permettra de faire des marquages au sol et qui devrait donc inciter les automobilistes à réduire leur vitesse bien en amont donc, de ce carrefour. Et donc tout sera placé en zone 30, effectivement, comme le précise Pascal. Je tenais enfin à rappeler, et j'en terminerai ainsi avec les travaux sur la commune, que prochainement une antenne de téléphone mobile sera déployée sur le parking du stade. En effet, dans le cadre du programme New Deal mobile de l'État, l'opérateur Free s'est vu désigné pour renforcer la couverture mobile donc, du territoire communal. Je vous épargne toutes les discussions techniques qui ont conduit au choix de ce lieu d'implantation. La discussion, en fait, était assez limitée. On n'a pas eu trop de choix. Je précise juste que si c'est Free qui installe l'antenne, tous les opérateurs pourront se positionner sur cette antenne. Donc cela devrait améliorer normalement la qualité de réception pour beaucoup d'entre vous. Je m'excuse encore pour toute la zone qui se situe dans le fond de la vallée de la Rance. Je pense que là, ça ne résoudra pas le problème. Nous les avons alertés sur ce point, mais malheureusement, pour aujourd'hui, ils n'ont toujours pas de solution. Mesdames et messieurs, je le rappelais en préambule, l'état d'esprit qui nous anime est celui d'avancer pour l'intérêt collectif avec vous tous.
Je tiens donc à remercier l'implication d'un grand nombre d'entre vous dans le monde associatif. 2024 a à nouveau été marqué par des événements d'importance et de qualité, que ce soit le désormais traditionnel Feu de la Saint-Jean, organisé par le Club des Jeunes, la fête des battages, que tout le monde connaît de manière internationale maintenant, le comice agricole qui a eu lieu donc sur notre territoire, et les nombreuses animations portées par l'Association du patrimoine, les journées de la randonnée, les expositions, la commémoration du 10 juillet, toutes ont été encore une fois un grand et un franc succès grâce à l'implication collective et je vous en remercie. Nombreuses animations auxquelles d'ailleurs se sont ajoutées les animations portées par notre animatrice de la médiathèque, Aude, le Salon du Livre, les conférences aussi de Pascal Sylvestre, La tête dans les étoiles, les animations auprès des plus jeunes, la participation au prix Louis Guilloux, une offre qui, je l'espère, permet de ravir petits et grands. Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui permettent l'organisation parfaite de tous ces événements. 2025 ne sera pas en reste puisque sont déjà annoncés week-end prochain les départementaux de cross qui se dérouleront à l'Orée-du-Bois, donc le 12 janvier prochain. N'hésitez pas à venir y participer, à l'entrée gratuite. Nous aurons également les 90 ans, je crois, de l'Amicale des sapeurs-pompiers qui est prévu le 7 juin prochain. Nous aurons aussi une nouvelle édition du Salon du Livre qui a été programmée le 14 juin. Bref, une nouvelle année riche en événements. Je ne parle pas bien sûr de la fête de la moisson, du Feu de la Saint-Jean. Tous ces événements restent bien sûr inscrits également à l'ordre du jour. 3 nouvelles associations ont vu le jour ces derniers mois sur notre commune. Une chorale emmenée par Olivia Crépel qui se réunit désormais tous les lundis, je crois. Si ça vous intéresse, donc vous pouvez toujours vous rapprocher de l'équipe constituée. Une association de boules bretonnes, la boule plumogataise, et je crois que j'ai vu son président qui est présent, M. Barbier. Il nous a d'ailleurs sollicité pour travailler avec eux sur l'installation de terrain pour intégrer le championnat départemental donc, de la boule bretonne. Donc cette association, la boule plumogataise, souhaite s'investir pour animer par le biais de cette pratique notre territoire communal également. Donc nous devons nous revoir prochainement pour faire une proposition pour l'emplacement et l'installation éventuellement de pistes de jeu. Et enfin, nous avons une association de tir sportif de vitesse, alors, une association plus confidentielle, puisqu'elle est portée par un spécialiste de la discipline, M. Leretrief, qui n'habite pas la commune, mais qui nous a donc contactés pour savoir notre avis sur la question. Alors, c'est une discipline qui est réservée, vous vous en doutez, à des personnes aguerries à l'exercice. C'est quelque chose d'assez particulier. Monsieur Leretrief est lui-même champion de France 2022 dans cette discipline. Cette pratique qui sera très encadrée est d'ailleurs envisagée sur un terrain qui lui appartient et qu'il va aménager pour lui-même et donc son association. Je souhaitais terminer mon propos en évoquant une information d'ordre commercial. Il y a un an, je vous faisais part du départ du restaurateur en place dans notre restaurant et donc de la liquidation de son fonds de commerce. Avec l'appui des membres du conseil municipal, nous avons souhaité racheter l'ensemble du matériel en place afin de permettre, si besoin était, une réinstallation plus aisée d'un éventuel candidat. En juillet, nous pensions avoir trouvé un bon candidat, mais malheureusement, les banques qui l'avaient contacté avaient trouvé son dossier trop fragile pour le financer. C'était un projet de crêperie et malgré l'engouement et l'envie que le porteur de projet avait, les banques n'ont pas souhaité le suivre. En décembre, j'ai pris l'initiative de passer une nouvelle annonce sur SOS Village, que tout le monde connaît désormais. Eh bien, c'est avec une joie contenue mais non dissimulée que je vous informe que le restaurant réouvrira bientôt. Et quand je dis bientôt, vous devriez voir de l'activité dans ces murs dès le 15 janvier prochain, puisque les futurs gérants nous ont fait savoir qu'ils préparaient leur déménagement. Donc ces futurs gérants, monsieur Michael Taylor, qui lui sera au service, et sa mère, donc madame Christine Bertin, qui sera en cuisine.
Ils sont venus visiter les locaux, ils ont été emballés. Nous étions avec Jacques et Pascal donc pour les accueillir et leur montrer ces lieux. Ils nous ont convaincus de leur engagement à s'investir dans cette affaire. Ils arrivent de Poitiers, petite ville où ils exerçaient dans un restaurant qui leur appartenait et qu'ils ont vendu. Ils ont donc sans problème accepté les conditions que nous avons fixées pour la reprise à la fois du matériel et donc les conditions de location. Ils vous proposeront une cuisine plutôt d'influence italienne, mais pas que, aussi des plats de terroir, les bourguignons, les ragoûts, ils ont même parlé de tête de veau. Bref, tout ce que l'on aime, en tout cas je l'espère. Et ils seront ouverts tous les jours le midi et du mercredi jusqu'au dimanche le soir. Donc vous voyez, ils ont une forte ambition. Le nom du restaurant, ce sera la Tablée du Four. C'est le nom que portera donc désormais notre restaurant en référence au four à pain qui sera donc situé juste à côté. C'est une bonne nouvelle pour l'attractivité de notre commune et j'espère que nous saurons tous ensemble leur réserver leur meilleur accueil. Ils ne pouvaient pas être là ce matin parce que vous comprenez bien qu'ils ont pas mal de choses à clôturer donc à Poitiers, mais voilà, dès le 15, nous pourrons faire connaissance avec eux. Le seul petit point qu'il nous reste à résoudre, même si nous avons une solution temporaire, c'est qu'il va falloir leur trouver un logement. Donc ils sont 3 personnes, donc ils ont besoin d'un T4. Donc on va les accueillir en attendant donc au Gîte des Hirondelles. On a trouvé une solution avec eux pour que ça puisse convenir. Mais voilà, assez rapidement, il sera utile peut-être de voir s'il n'y a pas un pavillon ou une petite maison pour leur mettre en location. Merci de votre participation et de vos retours. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce matin pour annoncer donc le déroulement de cette année 2025. Je ne crois pas qu'Isabelle soit arrivée, sinon j'aurais pu lui passer la parole. Je n'ai pas eu de délégation non plus au niveau de l'agglomération, donc bon voilà, on va conclure sur ces mots. Et avant de vous inviter à prendre le verre de l'amitié, permettez-moi de remercier une dernière fois les bénévoles qui interviennent à nos côtés, que ce soit à la médiathèque ou dans le cadre de l'accompagnement aux devoirs, le soir, à l'accueil périscolaire, les membres du CCAS qui sont actifs tout au long de l'année, les agents de notre collectivité qui s'investissent eux aussi tout au long de l'année pour notre commune, Annie, Marie-Paul, Virginie, Muriel, Warren, Régine, Aude, Pierre-Yves et Corentin. Corentin qui a pris son poste en mai dernier, suite au départ de Florian Lenné. Je salue aussi la présence de Clément Courteil, qui depuis le 1er janvier ne fait plus partie de nos effectifs, puisqu'il a intégré le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa nouvelle affectation. Et il sera remplacé par Jordan Delahaye, qui est juste à compter du 1er mars. Jordan reprendra donc les missions d'entretien des espaces pluraux, notamment, et aura la possibilité surtout d'apporter un soutien à la réponse opérationnelle de notre caserne en tant que sapeur-pompier volontaire déjà en poste. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Je remercie bien sûr les adjoints et les membres du conseil municipal mobilisés tout au long de l'année sur nos nombreux projets et qui ont préparé surtout la table qui va vous être présentée dans quelques minutes. Vous remercier toutes et tous qui, directement ou indirectement, contribuaient à l'image et à la dynamique de notre commune. Je n'ai pas cité tout le monde parce que j'en aurais oublié et ce serait toujours dommage, mais j'en ai vu plein qui étaient présents et je vous remercie vraiment pour votre participation active. Remercier enfin nos partenaires du jour, Yves et Carmen Bonenfant. J'ai aperçu Carmen qui nous ont généreusement à nouveau prêté quelques plantes pour égayer donc, la scène derrière moi. Et puis Phileas et Julie, voilà, j'avais perdu son prénom, de la Radio Ondine donc, qui a remplacé Radio Évasion, Radio Ondine que vous pouvez écouter sur le 98.7 si je ne me trompe pas. Merci à eux donc, pour leur présence aujourd'hui. Je vous réitère mes vœux pour cette nouvelle année, d'avoir des projets, de l'ambition dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, et de profiter des bons moments auprès des vôtres. Bonne année 2025 et vive Plumogate. Et n'oubliez pas, donc le trans dans 8 jours. Alors,
Alors, je vous propose que l'on fasse comme d'habitude. On va prendre chacun sa chaise. On va essayer de les empiler par 7 ou 8. On fait attention au matériel et aux câbles. Et puis comme ça nous laissera malgré tout de l'espace pour boire un verre de l'amitié ensemble. Bonne journée à tous.